Au commencement était le mot, et dès que je le vis sur papier, je me surpris à le lire, plus exactement à le dévorer, comme une soupe chaude les soirs d'hivernage. Le mot entrait en moi sans frapper, sans crier gare, avec une volupté gourmande. Et mes yeux se noyaient dans leur sucre, leur balai de résonance. Le mot, qu'il soit dans le Club des Cinq, chez Honoré de Balzac, Georges Mauvois, Long Fou, Émile Zola, Charles Baudelaire, semblait chaque jour un plat délicieux que je ne manquais pas de savourer goulûment ou délicatement, selon ma faim et mon désir de prolonger le plaisir ou non. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission littéraire Au gré des pages. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une femme aux multiples talents, une autrice bien sûr, mais aussi une comédienne, une amoureuse du théâtre, une journaliste et aussi une parolière. Elle est une figure de la culture martiniquaise qui savoure et déguste les mots. Il s'agit de Marilyn Ampigny. Marilyn, bonjour. Bonjour. Merci de partager ce moment avec nous. Merci. Et j'ai le plaisir de m'adresser encore une fois aux téléspectateurs de Zitata. Je leur souhaite une belle soirée en notre compagnie. Alors absolument, vous avez écrit 2 romans, oui. Un sur Édith Lefel qui était une de vos amies, oui. Et un deuxième roman qui est Un cœur au bord des yeux. Oui, que j'ai dédié à ma mère, même si je fais un portrait sociétal et culturel de nos pays, de l'époque, de mon enfance à aujourd'hui, mais il est surtout dédié à ma mère, que je n'ai pas connue. Vous avez aussi écrit des contes pour enfants, oui. Et plusieurs recueils de nouvelles. Oui. D'ailleurs, l'ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui, Au commencement était le mot, est aussi un recueil de nouvelles. Oui. C'est votre 4e Absolument. Recueil de nouvelles. Oui. Ce sont 7 histoires courtes, oui. toutes indépendantes les unes des autres. Oui. Et j'ai envie de vous demander tout d'abord, le recueil de nouvelles est une forme littéraire un peu particulière. Oui. Vous semblez particulièrement l'apprécier. Oui. Pourquoi l'avoir choisi et qu'est-ce que cette forme littéraire a de particulier pour vous? C'est Placouli qui me disait à juste titre, parce que je lisais beaucoup de romans. Toutes mes premières lectures, à part des poèmes, parce que les poèmes aussi sont rares, et les poèmes sont forts, parce que c'est très court, très profond, très incisif, comme des plumes scalpel, des plumes, et en même temps très court. Bon. Mais en général, c'est vrai qu'on lit beaucoup de romans, on lit plus les romans, le roman est plus dans nos habitudes. Alors j'avais envie, moi aussi, d'écrire des romans quand j'écrivais. Et Placouli m'a dit, justement, à l'époque, Alain P, je m'en souviens bien, il m'a dit, mais Marilyn, l'athlétisme, tu aimes bien? J'ai dit oui, et il y a des gens qui courent le marathon, des gens qui font le 800 mètres, des gens qui font le 200. Et ce qu'il faut faire, c'est le faire au mieux. Et c'est vrai qu'à la limite, cette forme d'écriture-là, je ne l'ai pas choisie. Elle s'est imposée à moi. Je suis plus à l'aise dans les nouvelles, comme si, pas que j'ai hâte que ça finisse, mais comme si je ne peux pas tenir longtemps la distance avec le lecteur, et que je ne veux pas l'ennuyer, que je veux le garder de bout en bout. Et c'est ma forme d'écriture pour le garder, essayer en tout cas, de le tenir et de le garder de bout en bout. Le roman me demanderait plus de déviation, plus aussi d'imagination, plus de détours, d'aller et venir. La nouvelle en demande, mais beaucoup moins. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise. Le roman est plus un temps long. Et dans une de nos discussions, vous me disiez que pour vous, les nouvelles, c'est comme si vous conviez vos lecteurs à une soirée de court-métrage. C'est ça. Absolument. Une soirée de court-métrage où je les convie en une journée ou deux à des petites escales un peu partout. C'est vrai que je ne leur propose pas des voyages profonds dans les pays. Le roman, c'est le voyage profond dans les figures, dans les symboles, avec une même histoire. Je lui propose des petites histoires et des petites escales, comme s'il était en croisière. C'est ça. C'est une très jolie métaphore. Voilà. Et alors ce recueil de cette nouvelle, est-ce qu'il a une particularité? Est-ce que ces histoires ont un lien entre elles? Ou est-ce qu'il y a
quelque chose de spécifique à cet ouvrage? Alors, pour moi, comme tous les recueils que j'ai faits avant, il n'y avait pas de lien. Comme beaucoup de recueils de nouvelles. On va trouver chez les nouvellistes quelques-uns qui vont vous faire des nouvelles, mais quand on va les lire, on va sentir que c'est la même histoire qui continue ou qui revient d'une même façon. Mais c'est très rare. En général, le recueil de nouvelles, les nouvelles sont différentes les unes des autres. Et mon éditeur m'a fait remarquer que toutes portaient mon regard. Ça. Avait un lien, était plus intimiste, intime, révélateur de moi-même que les autres nouvelles qui étaient franchement de la fiction. Oui. Alors je crois, s'il y en a un, j'admets que ce serait peut-être celui-là. C'est ça, c'est votre regard sur toutes ces histoires indépendantes qui fait le lien, en fait, entre c'est un peu plus personnel. C'est un peu plus personnel, un peu plus intimiste aussi. Exact. Vous partagez aussi votre expérience, c'est l'âge de me découvrir, de me laisser aller, de dire qui je suis vraiment. Vous transmettez votre maturité, votre regard et votre expérience, en fait, à travers toutes ces nouvelles. Oui. Alors, vous y rendez hommage à de nombreuses personnalités du monde de la culture, que ce soit des écrivains, des musiciens, des hommes de théâtre. Alors, il y en a beaucoup, vous citez beaucoup de monde, mais est-ce qu'il y a des gens en particulier qui vous ont marqué, que vous avez envie de souligner? C'est peut-être un exercice difficile. C'est en partant, d'ailleurs, au commencement était le mot, en partant de ce que la lecture a réveillé et révélé en moi, que je rentre dans l'amour des mots, qui fait que je deviens comédienne parce que j'ai envie de partager les émotions, tous ces paysages que la lecture, les pages font rentrer en moi, tous ces voyages dans lesquels ils m'emmènent, tous ces personnages qui me côtoient et qui parfois même rentrent en moi aussi. Tout ça, j'avais envie de le partager, de le dire haut et fort et le partager avec le public, avec un public qui le voulait bien. Donc je rentre au théâtre. Mais c'est toujours le mot. C'est le mot. Je pars du mot lu au mot dit. Et c'est vrai que ces personnes qui m'ont aidé à faire cette transition-là, je ne vais jamais les oublier. C'est Henri Belon d'abord, Yvan Labéjoff, Roger Caram qui vient de nous quitter en Guyane, Arthur Lérus qui était le responsable du théâtre du Cyclone qui venait quasiment à chaque festival culturel de Fort-de-France. Ce sont eux mes formateurs, je ne peux pas les oublier. Et José Alpha aussi qui, dans Théâtre Larry, m'a donné des possibilités inouïes. Donc ça vient, et puis tous mes camarades comédiens. Donc je ne peux pas les oublier. Et tous ceux aussi qui ont eu la gentillesse de me laisser les mettre en scène, comme Luc Saint-Éloi, Roselyne Cyril, Yasmina Ouyoufat, Mylène Wagram, etc. C'est sûr qu'ils m'ont marqué. C'est ça, vous en citez beaucoup, effectivement. Oui. Alors, revenons sur ce livre, Au commencement était le mot, que vous avez choisi comme titre. Oui. Racontez-nous ce mot, ces mots, d'où tout part en fait. C'est ça. Qu'est-ce que le mot pour vous? Je vous cite, vous dites « Le mot lu en gourmandise, le mot dit en partage, le mot écrit en offrande ». Qu'est-ce que le mot pour vous? D'abord, moi, chacun a son expérience. D'abord, moi, il me donnait la possibilité d'être seul avec moi-même. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, écrire aussi donne cette possibilité-là. J'aime autant les gens que parfois la possibilité de me ressourcer et de me rééquilibrer entre moi et moi-même. Et le mot, c'était mon affaire avec lui. Ça, j'aimais ça. Dès petite, ça me donnait une sorte de maturité, quoi. Le fait que je prenais mon temps et que j'avais mon temps qui m'était octroyé pour lire. Alors, d'abord ça. Et puis le mot, c'est tout, quoi. Pour moi, en tout cas, le mot, c'est de la gourmandise, le mot qui m'effraie, le mot qui m'emmène, qui me fait partir, le mot qui me fait revenir, le mot qui m'emmène à la rencontre des gens, le mot qui me fait peur, qui me fait avoir peur des gens, le mot qui me donne un message sur mon identité, sur mon pays, sur les sentiments. En fait, c'est tout ça, quoi. Le mot, c'est ça que ça m'a donné. Pourquoi? Je peux pas vous dire. En tout cas, et c'est cet amour du mot qui va faire qu'après, comme je viens de le dire, je deviens comédienne pour partager les mots des autres, en général. C'est d'Aimé Césaire, de Gontran-Damas, de Sartre, de Khalil Gibran, etc. Ou des épros. Et puis, qui va aussi me faire devenir journaliste pour le mot. Et c'est pour ça que je dis au commencement était le mot. Je le dédie d'ailleurs au mot même, véritablement, parce que je me rends compte qu'il a nourri tout mon parcours. Que sans le mot, sans cet amour du mot, je n'aurais pas fait ces métiers-là. C'est ça, vous dites, vous aimez les partager pour informer, pour les jouer au théâtre, pour les dire. C'est ça.
Et pour les écrire dans votre métier de journaliste et dans votre métier d'autrice. Absolument. Voilà, et en particulier aussi, vous parlez du livre sur 3 pages au début de la première nouvelle. Vous expliquez ce que la lecture vous apporte. Pouvez-vous nous partager cet amour, ce corps à corps que vous avez avec vos livres et que vous décrivez? Vous dites lire est un corps à corps violent, énergique et passionnel. Il y a des gens qui lisent paisiblement, absolument, dans une quiétude totale, de yoga. Non, moi, comme je suis passionnée en tout, malheureusement ou heureusement, mais telle est ma nature et elle le sera toujours, j'ai ce corps à corps. Quand je lis, quand j'ai un livre en main, il est très difficile après de le lire après parce que je l'ai froissé, je l'ai titré, je l'ai... Vous l'avez surligné, corné. Ouais, c'est mon affaire. Entre lui et moi, c'est un autre... Ou alors je le délaisse parce que c'est aussi un acte, comme j'appelle charnel de rupture presque. Mais le corps à corps est vraiment, avec le livre, il est vraiment fort. Et j'ai surtout dit ça parce que j'ai voulu dire aussi, c'est surtout ça que j'ai voulu dire, que ce corps à corps, il remplit l'imaginaire, il bouscule la curiosité, il vous appelle à analyser des choses, il vous appelle à voyager, il vous appelle à grande tolérance, à beaucoup d'humanité, à beaucoup de fraternité avec vous et avec les autres. Et c'est pour ça que je donne mon expérience, mais tout en disant à ceux qui s'éloignent ou qui ne connaissent pas le livre, allez-y, je vous assure. Essayez quand même, essayez, parce que je n'ai pas de leçon à donner, mais essayez, parce que selon moi, malgré encore plus d'attractivité, de distraction et d'activité qu'on nous propose partout, le cinéma se fait de plus en plus fort, de plus en plus imposant, les vidéos, etc. Le livre reste l'endroit où on est d'abord avec soi, ce qui fait du bien, quand même, rééquilibré, et donne ce que je viens de dire de façon magistrale. Et il donne aussi quelque chose, c'est que quand vous allez voir un film, il y a le metteur en scène entre vous et l'histoire, qui lui vous donne l'histoire qu'il a tirée d'un livre ou de sa fiction. Le livre vous donne à être le metteur en scène de l'auteur. D'une part, et on a un corps à corps aussi avec l'auteur. Absolument. On est dans la bulle. Absolument. Parce que si on est avec le livre dans ce corps à corps, c'est que l'auteur nous y a emmenés. Absolument. D'ailleurs, je vais vous citer. Voilà ce que le mot lu, le bon, celui qui vous assure un transport m'a offert. Quelle que soit la destination où il m'emmenait, elle était invariablement élévatrice, porteuse d'évasion. Voilà. C'est un bel hommage que vous faites à la lecture. À la lecture et au livre. Et au livre, absolument. Voilà. Parce qu'il vous apprend toujours quelque chose. Alors, et surtout, alors, quelle que soit la chose, mais une chose fondamentale, sortir d'une médiocrité à la fois de l'imaginaire, du vocabulaire et même identitaire. Se penser soi, se penser citoyenne de la Martinique, j'irais même dire petite fille du diamant, mais quand même au cœur du monde. Ça ouvre toutes les frontières et tous les imaginaires. Alors vous faites aussi référence au rôle important des journalistes pour transmettre et donner le goût de la lecture, notamment Pierre Lucette. Pourquoi, selon vous, était-il si important Et vous aussi, vous avez contribué à faire rayonner le livre. Je ne sais pas, mais moi je sais que lui, il a marqué l'écriture informative, l'écriture journalistique de son époque, marqué. Il y avait des gens qui vous disaient, je le dis dans le livre, parce qu'ils savaient vous emmener dans un article tout en respectant, parce que l'information, ce n'est pas la même chose que la fiction. Bien sûr. L'information, c'est parler d'un sujet précis. Mais il y allait tellement à fond, il y allait tellement derrière, dans les coulisses, dans l'histoire même de... Par exemple, quand il parlait du théâtre, il pouvait remonter au théâtre grec, comme il pouvait aller remonter au théâtre populaire martiniquais. Je ne parle pas seulement de la troupe d'Henri Melon, mais le théâtre véritablement martiniquais. Voilà, des scénettes, des choses comme ça. Il avait une connaissance forte de ce dont il parlait, mais qu'il faisait passer avec une fluidité et presque une simplicité. Mais, comme on dit bellement, avec des mots forts qu'il vous prenait. Et il y avait des gens à cette époque, beaucoup, qui vous disaient qu'il n'allait voir ou qu'il n'allait écouter, et surtout voir, parce qu'il était féru de théâtre, même s'il était féru de culture en général, peinture, etc., mais il était surtout un amoureux du théâtre, et du théâtre césarien en particulier.
Et les gens vous disaient qu'au festival culturel, il y avait le programme du festival, certes, mais c'était selon les conseils de Pierre Lucette qu'ils allaient voir un tel ou une telle. Oui, oui, Donc il c'était une orientait écriture forte. forcément, Ouais, absolument. très forte. Alors, dans une autre nouvelle, vous parlez de Léona Gabriel. Oui. Vous lui consacrez une nouvelle entière. Vous racontez son histoire. Oui. Cette femme a marqué la musique antillaise. Elle incarne les musiques traditionnelles héritées du Saint-Pierre d'avant 1902. Pourquoi vous avez choisi de mettre en lumière cette femme et en quoi elle était importante? Alors, parce que j'adore ces chansons, jusqu'à présent. Elles passent toujours. Elles sont d'ailleurs souvent reprises par des grandes chanteuses, peut-être moins d'hommes, mais des grandes chanteuses comme Edith Lefel, Béoire, même Kélia Paulin récemment. Fait plaisir, j'ai toutes ces nerfs, j'ai pas envie de les nommer pour ne pas en oublier, parce que toutes lui donnent leur gouaille à elle, parce qu'elle était très gouailleuse, leur gouaille à elle et leur sensibilité à elle. Mais je veux dire qu'elle est encore d'actualité, un siècle encore, je pense, après sa mort. Mais j'ai voulu parler de la femme aussi. C'est ça. Ouais, vous dites d'ailleurs que c'est une des premières féministes. Ah oui, parce que elle va, quand on lit sa vie, sa biographie qui m'a été révélée par Pascal Pidibi et Marie Omas, j'ai lu la biographie faite par Aude Bagoué, j'ai un peu romancé certes, parce que j'ai vu dans son parcours une femme qui a cassé les codes, tous les codes. Ouais. Tous. Et pour son époque. C'est les codes de son époque. Chanteuse et pute. C'est ça. Il faut le dire les mots. Les codes de sa caste bourgeoise, qui ne va pas avec ce genre de femme qui est sur scène, qui écrit, qui fréquente plein d'hommes, même si elle les fréquente pour jouer. Mais elle est entourée que d'hommes, comme les Copettes, comme les Stélios, etc. Elle casse avec cette image de femme qui était faite, en fait, pour rester à la maison et être épouse et mère. Ouais. Elle casse ça. Elle casse ce code-là aussi parce qu'elle va se mettre à travailler pour des raisons, c'est vrai, de mort. Elle devient orpheline très tôt, mais n'empêche que ça va l'aider à ne pas dépendre de personne. Elle va gagner sa vie très tôt. Elle casse ce code-là aussi, le code économique de l'époque, le code racial de l'époque, le code social de l'époque. Et elle va rentrer dans la musique, mais avec une passion tellement forte qu'elle en sera d'abord une danseuse émérite, mais surtout une chanteuse pleine de gouaille, canaille, très drôle aussi pour la classe dans laquelle elle sort. Et ses textes, tous, malgré ses déceptions amoureuses nombreuses, même si à la fin de sa vie sera plus gaie avec son dernier mari, M. Sohim, mais elle a eu des grosses déceptions, toutes ces chansons chantent des femmes trahies, chantent des femmes blessées, mais toujours qui se relèvent. Toujours. Ça. Alors effectivement, c'est Assis Pareil, Alexandre Paty, Paty, avec tout ça. Donc vous lui consacrez une nouvelle, mais vous en avez aussi écrit deux autres histoires. Vous avez écrit Le chant du chagrin et Le cœur trop impatient. Oui. Est-ce que ce sont des nouvelles qui sont aussi fictives? Alors, Le chant du chagrin, je pense que j'ai dû avoir quelques blessures au cœur qui me sont revenues pour l'écrire. Et je pense que toutes celles et tous ceux qui ont connu, parce que quelle vie à 69 ans n'a pas été blessée, un tout petit peu égratignée, sinon plus. Donc, c'est vrai que je raconte un gros chagrin d'amour qui aurait pu, justement, et c'est là où Léona me réveille, c'est que dans les chants du chagrin où je fais parler la chanson de Brel, les chansons de Rita Mitsouko, les chansons de Patrick Saint-Éloi, c'est ma dernière chanson qui va me réveiller et qui va me mettre debout malgré ce chagrin, c'est une des chansons de Léona Gabriel. Donc la boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Et quant vous m'avez dit le deuxième, Le cœur impatient. C'est vraiment une fiction qu'un cousin blagueur, comme j'avais un frère d'ailleurs blagueur qui est parti, un cousin blagueur qui adore donner des blagues, va donner une petite blague comme ça sur cette histoire. Et j'ai vu un scénario, quoi. Oui, elle est très drôle. Elle est spéciale. Absolument. On ne va pas la révéler à nos téléspectateurs. Je vous propose, Marilyn, d'explorer une autre partie de votre parcours dans la rubrique La face cachée. D'accord. Alors Marilyn, vous êtes aussi une femme de théâtre. Oui.
C'est d'ailleurs votre formation initiale, celle que vous avez choisie en tout cas. Oui. Parlez-nous de cette passion. Est-ce qu'on peut parler des passions, Claire? Mais quand même, on va essayer. C'est la passion, c'est plein de passion. Hein. C'est la passion, comme je l'ai déjà dit, de pouvoir exprimer tout haut et tout fort des émotions de grands poètes, de grands écrivains, etc. Cette passion d'avoir une salle qui... Cette passion aussi d'équipe. Parce que rarement, à part une pièce que j'ai jouée seule qui s'appelait Mea Culpa, que m'avait offerte Henri Melon, j'ai toujours joué avec du monde. Donc l'équipe compte. Ça nous donne, ça nous donne d'ailleurs le théâtre, selon moi, hein, le sens d'être soi, mais dans le collectif. Et j'ai toujours eu la grâce et c'est une bénédiction d'avoir toujours de bonnes équipes à mes côtés. Et puis il y a la passion de rencontrer le public, et chaque soir différemment, parce que c'est de l'art vivant. Donc qu'on ait le rhume ou qu'on ait un chagrin d'amour la veille ou qu'on ait le rhume le matin, ben c'est la Marilyn avec le rhume, la Marilyn avec le chagrin d'amour, la Marilyn avec le mal de tête, mais qui va se surpasser pour faire plaisir à ces gens qui sont venus parfois de loin ou même de près alors qu'ils avaient autre chose à faire, pour rentrer dans cette émotion, rentrer avec elle dans cette émotion, avec son équipe, et puis sortir de leur siège, de là où ils sont, pendant un petit moment. Et c'est ces passions-là, ces passions de transmettre, de mettre mes émotions en voix, en posture, en geste, en mouvement, et puis comme une messe, quoi, un moment de communion. De communion, d'intimité avec votre public, qui vous le rend en direct, en fait. Oui. Contrairement aux ouvrages où il y a un... Oui, il y a un décalage. Il y a un décalage avec... Qu'on a un tout petit peu quand on a les rencontres littéraires où les gens vous disent un peu ce qu'ils ont ressenti à travers les pages, mais le théâtre, c'est plus quand même... Ils ne parlent pas, ils ne disent rien, mais ils ne rentrent pas, on le sent bien. Et on sent bien quand la salle est attentive, et quand la salle est attentive, quand la salle vous dévore comme vous-même vous avez dévoré les auteurs. En fait, ce n'est pas vous d'ailleurs. Vous êtes le personnage qui a été choisi par le metteur en scène pour défendre tel ou tel auteur, tel et tel auteur, mais vous l'avez défendu tellement bien, vous l'avez tellement bien incarné que c'est un peu vous. Et ce moment-là, ça dure 1 heure et demie, mais c'est un grand moment d'éblouissement rare et que rien ne peut remplacer, selon moi. Absolument. On peut vous voir sur scène? En ce moment, non. À partir de février, oui. C'est ça. À la fois en tant que comédienne, même si j'irai de moins en moins. Je trouve ça, à mon âge, trop énergivore. J'ai toujours le tract. Donc, on me dit, oui, le tract, c'est bien, parce que si tu vas au théâtre comme tu vas au supermarché, c'est pas bon. Et c'est vrai, je crois que c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, il y a un respect, il y a une peur d'oublier son texte, une peur de les emmerder, une peur de les ennuyer, il faut dire les mots. Donc je crois qu'il y a un tract qui est sain, comme on dit. Nécessaire ou sain? Absolument, comme on dit qu'il y a le bon cholestérol, il y a le bon tract. Mais là, je crois qu'il commence à me dévorer trop. Donc je veux un peu le garder, mais pas pour longtemps. Donc en février, à la Maison Rouge, au Théâtre Municipal en mai, mais je vais surtout m'adonner à la mise en scène. D'accord. Mais écoutez, on va découvrir avec plaisir cette nouvelle prestation. Alors, on a senti votre amour pour le livre, évidemment, et on va découvrir votre coup de cœur dans notre rubrique coup de cœur. D'accord. Marilyn, vous avez choisi de nous présenter votre coup de cœur ou œuvre favorite. Je dis coup de cœur, même si le temps, je l'ai rencontré, ce coup de cœur. J'avais 17 ans et demi, comme quoi je suis fidèle quand même. On à 69 ans. Le cahier d'un retour. Ah oui, donc voilà, absolument. Le cahier d'un retour c'est pas très au pays original, natal. on peut dire mais c'est mon coup de cœur depuis l'âge de 17 ans et demi, où j'ai commencé à le donner grâce à Henri Melon. Et pourquoi toujours? Parce que jusqu'à présent, je découvre des choses que je n'avais pas vues. Vous le relisez régulièrement? Régulièrement, non, mais c'est celui que je relis régulièrement. Parce que c'est celui qui me repositionne, me ressource tant que moi, que ma vision de mon pays, que la vision du monde, mon rapport de gauche indéfectible auprès des démunis, des défavorisés, des exploités. Césaire me donne ça.
Il me donne des grands horizons d'humanité aussi, que nous sommes dans cette île, à côté de cette île qui passe à côté de cette ville. Il me dit, mais moi je dis cette île, pas cette ville seulement, qui passe à côté de son cri, cette ville bavarde et muette, cette ville qui passe à côté de cri, le seul qu'on a voulu l'entendre crier. Je dis ça très vite. Mais donc, sociologiquement, j'ai besoin de réécouter ça pour parfois comprendre nos contradictions, nos turbulences, etc. Donc, c'est un livre qui m'est cher parce que il me consolide dans mon identité, il me consolide dans mes spiritualités, il me consolide dans mon humanité, il me consolide comme citoyenne martiniquaise, mais citoyenne du monde, et qui a son mot à dire dans le monde. Formidable. Oui. Merci beaucoup, Marilyn. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une jeune en l'occurrence, Emma, qui va nous parler de son ouvrage dans la rubrique « Je kiffe mon livre ». Bonjour à tous, je m'appelle Emma et je vais vous présenter le livre Lia et les rapaces de Barbara Jean-Élie. Alors ce livre, il parle d'une jeune fille qui s'appelle Léa, qui est antillaise et qui vit en France avec ses 2 parents, donc qui sont eux aussi antillais. Et un jour, sa mère, elle décide de rentrer vivre en Martinique définitivement parce qu'elle avait besoin de renouer avec son île, avec ses racines. Donc sa mère et elles partent en Martinique lorsque Léa, elle avait environ 9 ans et quelques, enfin elle était en CM1, CM2. Et donc le livre, il retrace donc différentes histoires de la vie de Léa, notamment de ses problèmes d'adaptation qu'elle a eu en Martinique en arrivant, de ses problèmes de racisme qu'elle a subi avant de rentrer en Martinique, etc. Donc ça raconte plusieurs histoires qui traitent notamment de l'harcèlement, etc. Et l'histoire principale du livre parle de donc Lia, qui est la meilleure amie de Léa, qu'elle a rencontrée donc en Martinique, et qui a eu un problème, donc notamment de chantage, etc. Enfin voilà, ça vous le découvrirez dans le livre. Mais en tout cas, ce livre, il a été très intéressant car il montre bien et justement les différences entre justement les Antillais qui vivent aux Antilles et les Antillais qui vivent en métropole, et du coup ça montre qu'effectivement on peut avoir des difficultés d'adaptation dans les 2 sens, et les sujets qu'ils traitent, notamment les violences, etc. envers les jeunes aux Antilles, je trouvais ça vraiment super intéressant. Voilà, au revoir. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Marilyn ? Beaucoup de bien. D'abord, rapidement, parce que c'est une jeune qui transmet, ça me fait plaisir, ça montre que tout ce que nous faisons de part et d'autre autour du livre se transmet. Elle en parle très très bien. Et elle parle d'une journaliste que j'admire, vraiment. Depuis longtemps, si je vous raconte la première fois, quand je l'ai vue à côté de son père, et pouvoir garder son calme, etc., elle me fascine. Et jusqu'à présent, dans toutes ses émissions, elle a quelque chose qui est profondément journalistique, tout bête, curieuse, pleine de compassion, mais curieuse et intègre. Ça me suffit. Mais par contre, j'ai lu ces livres pour enfants et je suis en train de lire Lia et les rapaces, puisque je compte la rencontrer pour un magazine pour lequel j'écris de temps en temps. Très bien. Effectivement, nous l'avons rencontrée, représentée aussi sur ce plateau, oui. Pour présenter son ouvrage oui. pour les adolescents, oui. qui est très intéressant. Absolument. Parce qu'elle fait effectivement oui. le portrait de et que ça soit une adolescente, que traversent des adolescents. Je ne sais pas si elle est adolescente, mais jeune, elle aurait pu être ma fille, ma petite fille même, et elle en parle avec passion et j'aime ça. Elle en parle presque autant avec passion que moi je lis. C'est une comme moi, elle a un rapport charnel au livre. C'est une belle ambassadrice pour la lecture. Absolument. Très bien. Cette émission s'achève, Marilyn. C'est pas vrai, je vais pleurer. Merci, désolée pour ma voix. C'est moi. J'ai Vous avez une voix parfaite. Parfaite et accueillante. Merci de nous avoir passé avec nous ce bon moment. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.